Bienvenue à l'hôtel Rixos de Tripoli. Alors vous voulez savoir comment marche le journalisme de guerre? Eh bien c'est une occasion exceptionnelle que vous allez trouver là. Donc tous les journalistes étrangers autorisés à se rendre en Libye sont stationnés dans cet hôtel, un grand hôtel de luxe récemment construit par une société turque. Et les journalistes ne sont pas autorisés à se promener dans la ville sans être escortés, donc ils vivent là en circuit fermé, ayant généralement leurs informations sur le pays d'après les dépêches des agences qu'ils reçoivent, et ignorant tout de la réalité de ce qui se passe en dehors de l'hôtel. Mais ils ont la chance de pouvoir ici rencontrer tous les dirigeants du pays qui viennent les uns après les autres faire des points de presse tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Alors pourquoi ils sont enfermés ici? Eh bien parce que au début de la guerre, on les a laissés circuler avec des voitures individuelles, et puis on s'est rendu compte que certaines équipes de journalistes, sans qu'on sache qui à l'intérieur de ces équipes, certaines équipes de journalistes ont déposé des balises qui ont servi à des bombardements de l'OTAN. Donc on a pris à ce moment-là la décision de les enfermer dans cette cage dorée et d'organiser des voyages pour eux quand ils ont besoin de se rendre en groupe dans certaines localités pour constater les résultats des différentes batailles. Vous vous demandez probablement comment ça se fait que dans une période comme celle-ci, il y a tant de mensonges dans les médias. Comment se fait-il que des gens, journalistes professionnels, viennent vraiment de manière délibérée mentir devant la caméra au cours du conflit? Alors, pour comprendre ça, il faut se remettre dans le contexte. Bon, ici se déroule une guerre qui est absolument fondamentale pour l'avenir du continent noir dans le siècle suivant. Donc toutes les puissances du monde veulent avoir des agents sur place. Et toutes les puissances qui sont engagées dans le conflit veulent trouver un moyen de justifier leur engagement auprès de leur opinion publique. Cela veut dire que par rapport au nombre de places disponibles dans cet hôtel, il n'y en a pas assez pour recevoir les agents de tous les services secrets qui voudraient être présents ici. Donc il y a une compétition entre eux pour pouvoir glisser leurs informateurs. Vous comprenez bien que dans ces conditions, il est irréaliste de penser que une équipe de télévision puisse venir ici sans être composée d'espions. C'est simplement irréaliste. Alors une équipe de télévision, c'est composé habituellement de 3 personnes. Donc vous avez celui qui a une belle gueule et qui parle à la télévision. Donc ça d'habitude c'est un journaliste qui a un long background derrière lui, qui connaît un peu les sujets. Alors si c'est un Français par exemple, il aura fait l'Institut des hautes études de la défense nationale, on lui aura proposé cette formation parce qu'on l'aura remarqué comme étant un journaliste compétent, et puis au cours de cette formation, il aurait été approché soit par la DGSE, l'enseignement extérieur, soit par le renseignement militaire. Et puis il aura pris l'habitude, au cours des différents conflits qu'il est amené à traiter, il aura pris l'habitude de faire passer de l'information quand on le lui demande. À côté de lui, il y a ce qu'on appelle le producteur. Donc c'est la personne qui s'occupe de la logistique. Alors ça, en général, ça c'est le militaire, proprement dit. Donc là, c'est un officier de renseignement militaire qui s'est doté d'une carte de journaliste la veille au soir et qui va être resté en contact direct avec sa base grâce à des téléphones satellitaires. Et le troisième, c'est le technicien. Bon, le technicien, souvent, il est un peu baraqué, avec des tatouages partout. Lui, il vient des forces spéciales et il est chargé de couvrir l'équipe. Donc quand ces gens-là vont être amenés à traiter l'information, ils ne la reçoivent pas tous de la même manière. D'une part, ils veulent du renseignement à transmettre à leur capitale. D'autre part, ils doivent utiliser ce qu'ils voient et le déformer pour que ça serve
la propagande de guerre. Une surprise est de constater que si on regarde les journalistes venant des pays impliqués dans le conflit, on verra qu'ils se connaissent entre eux. D'ailleurs, ce sont les mêmes qui sont ici, qui étaient à Bagdad à l'hôtel Palestine, que l'on a vu en Afghanistan, que l'on a vu en Yougoslavie. Ils se connaissent entre eux puisqu'ils se retrouvent d'un théâtre d'opération à un autre. Et puis ils se connaissent entre eux parce que souvent, leurs services respectifs les ont mis en contact ou ont planifié des choses pour eux avant qu'ils ne se rendent ici. Dans ce travail, on les voit fabriquer l'information. Par exemple, avant-hier, il y a eu une ville qui a été attaquée par l'OTAN et il y a eu un massacre de civils, en fait un bombardement qui a été fait sur des maisons civiles. Alors comment est-ce que l'OTAN va justifier ça? Donc de deux manières. D'une part, on va détourner l'attention. Donc on a annoncé immédiatement que un des fils de Kadhafi avait été tué au cours d'un combat dans une autre région du pays. Donc tout le monde s'est mis à broder sur cette mort avant qu'elle ne soit démentie. Ça occupe l'attention et on ne parle pas de l'énorme bavure qu'on vient de faire à côté. Puis quand même, il faut aborder un peu cette bavure. Alors, ici, le service de presse propose à tous les journalistes de prendre l'autobus, les amène sur place pour regarder les maisons détruites. Et je vous donne l'exemple du journaliste d'une grande chaîne d'information continue dont le siège est à Atlanta. Et donc là, ce journaliste va présenter dans son reportage l'immeuble détruit. Il explique voilà, l'immeuble a été bombardé, il y a des morts, etc. D'après l'OTAN, on a bombardé un objectif militaire, mais d'après le régime, c'était en réalité des civils qui sont morts. Et puis là, il va faire quelques pas et il va ramasser par terre une vareuse. Et en la prenant la main, il dit mais ça c'est un morceau d'uniforme militaire, donc vous en concluez ce que vous devez en conclure, mais ça signifie le bombardement était justifié. Donc ça c'est vraiment une fabrication d'événements. Parce que quand vous êtes dans un pays en guerre, dans lequel on a distribué des armes absolument à tout le monde a un bout d'uniforme sur lui. Les gens, ils essayent de se fabriquer eux-mêmes leur uniforme. Donc le fait de ramasser une vareuse par terre, ça ne veut strictement rien dire. Ça n'est aucunement la preuve que l'immeuble était habité par des militaires. Et n'importe qui se trouve ici, qui se promène alentour, comprend ça instantanément. Ou encore, la même équipe de télévision, l'autre jour, était invitée à un iftar, c'est-à-dire un repas pour briser le jeûne du Ramadan. Donc dans une grande tente, une organisation charitable distribuait des repas. Et puis à l'intérieur de cette tente, donc c'était un peu chaud, c'était un peu étouffant, il y avait des vasques avec de l'encens, comme ça se fait en Orient, pour que ce soit plus agréable. Et la tente était décorée à l'endroit avec un grand portrait de Muammar Kadhafi. Alors les gens de CNN, toujours eux, ont pris cette